Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Commencer comme ça en fait. Est-ce que tu peux répéter cette phrase pour voir si le son est bon? Vive la vie, vive les choses, vive l'amour. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talk avec une fabuleuse invitée. Bonsoir Mao. Bonsoir Léa. Mao Drama, je suis sûre que vous la connaissez. Pour celles et ceux qui étaient à la Popol Tough, vous n'avez pas pu la louper avec son spectacle incroyable où, disons-le, Gérald Darmanin a pris un peu cher. Mais il l'a bien cherché. Écoute. Ah oui, mais j'ai l'impression que t'aimes bien lui mettre cher. Bah écoute, comme ces gestes sont inconséquents en termes de justice, autant faire juste des blagues. Tu sais, c'est l'équivalent de faire des petits guilis du bout du pied. Ça lui fait rien à lui, mais nous, ça nous fait du bien. Purée, mais du coup, on passe déjà dans la deuxième partie de l'interview, ce que je n'avais absolument pas prévu. L'humour engagé. Mao Drama avec son humour engagé. On va d'abord commencer par le début, parce que sinon, on va se perdre. Et on va perdre les auditoristes, ce qui serait quand même un peu dommage. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi? Oui. Ta vie, ton œuvre. Avec grand plaisir. Mais là, comme ça, boule pour point, où tu me poses des questions qui me guident. Je pense qu'on peut commencer par ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui. Ouais, et puis on fait un flashback. Ah bah oui, très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre, mercredi 6 décembre. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Le 6 décembre 2023 et j'ai tourné une vidéo, un mini-docu pour Urbania sur les toilettes et comment les toilettes sont encore un endroit d'inégalité de genre parce que nous faisons souvent la queue aux toilettes dit féminin. Et ça, il y a plein de raisons pour ça. C'est parce que la ville est... Bon, bref, vous pouvez me laisser partir ma rose parce que la ville a été pensée pareil pour des hommes. C'est pour ça qu'il y a plus d'urinoir. Et en fait, on oublie que nous, on prend plus de temps pour aller aux toilettes, ce qui fait qu'à surface égale, comme les femmes sont plus nombreuses et qu'on met plus de temps, et ben on fait plus la queue. Mais on fait plus de temps parce qu'on a nos règles. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais tu sais qu'on en a parlé dans Popol Oui. il y a quelques temps dans la newsletter. C'est Amandine Richaud-Crampe qui est ingénieure urbaniste et qui s'occupe de Popol Green, qui parlait notamment de la canicule et comment les meufs trinquaient un peu plus que les mecs, étant donné que justement, c'est difficile de pouvoir faire pipi dans la rue quand t'es une meuf, alors que quand t'es un mec, osef total. Globalement, les meufs boivent moins d'eau et prennent plus de risques en fait pendant la canicule parce qu'elles se disent mais comment je vais faire pour aller aux toilettes? Absolument. Et bah voilà, c'est ça que vous pourrez peut-être voir mi-janvier. J'ai eu la chance d'interviewer 2 sociologues, puis de faire plein de scénettes avec des blagues parce que voilà, moi mon grand kiff, c'est de donner de l'information par de l'humour pour que vulgariser ça passe mieux. Et que voilà, en riant, on se rende pas compte, mais on a mis à l'agenda des sujets et on les a un peu débroussaillés. Donc je les débroussaille aussi dans mon spectacle qui s'appelle Drama Queen, qui se joue à la Nouvelle Scène les vendredis et les samedis. Ça, on va en parler un peu si tu veux bien. Oui, évidemment, avec plaisir. Et je fais aussi des chroniques sur France Inter, spécifiquement, je dirais, dans la bande de Charline Vanhoenacker, ce qui est spécifique parce que je trouve que c'est une émission dans laquelle il y a une liberté d'expression qui est totale. On l'a vu d'ailleurs récemment avec l'affaire dite Meurice. Et c'est un endroit aussi fait d'amitié, de vrais liens humains, comme il en existe peu dans le monde du travail. C'est un endroit qui me rappelle beaucoup Radio Nova où j'ai bossé avant. Et c'est vraiment la même vibe. Et voilà, et je fais aussi alors des vidéos de temps en temps pour Urbania, toujours en mêlant de l'actu et de l'humour. Ça s'appelle Entrée plat dessert. Et j'ai aussi un collectif féministe et queer qui s'appelle le Comedy Love, que j'ai monté en 2018 avec Tani, rejoint maintenant par Noam Cinsault. Trop bien. Ton spectacle, est-ce que tu nous en dirais davantage pour peut-être donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de venir te voir? Bien sûr, venez donner de l'argent à une femme féministe. Alors, mon spectacle, il parle à la fois des sujets de ma propre vie, puisqu'on commence souvent par écrire en parlant de soi, mais en fait, pour se décentrer et parler des autres. Je m'explique, par exemple, moi, mon spectacle s'ouvre sur la maladie mentale de mon père, qui est la bipolarité, et sur ses conséquences, où j'essaye justement d'enlever le tabou autour de ça et juste qu'on en parle. Et donc, au début, ça part d'une expérience personnelle, pour en fait essayer de disséquer pourquoi finalement c'est un tabou les maladies mentales. Ensuite, je vais parler
d'injonction à la beauté. Donc je parle de moi, je pars de moi. Je parle ou je pars. Je pars de moi. Le fait que j'ai toujours été un petit peu potelée pour aller ailleurs sur comment la grossophobie se construit, comment est-ce que les normes de beauté, les critères traditionnels de beauté se construisent. Et après, je vais parler évidemment un peu de cul, il le faut, hein. Ça, c'est juste pour rigoler et que le spectacle plaise bien à tout le monde. Et ensuite, je termine. Alors, c'est vrai, il y a un moment où je parle de Darmanin et des SMS qu'il a envoyés à quelqu'un d'autre. Et je termine par le programme politique. Si je devenais ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je ferais moi? Voilà. C'est entrée plat dessert aussi, finalement. Il y en a pour tout le monde. C'est vrai que c'est un super spectacle. Moi, j'ai eu l'opportunité de venir te voir et j'étais très contente et je me suis bien marrée, j'avoue. Si vous voulez vous amuser tout en réfléchissant, et c'est vrai que tu touches des cordes sensibles et qui permettent de prendre du recul sur, comme tu disais, la question de la bipolarité. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas faciles à traiter dans un spectacle en plus, mais que tu fais avec beaucoup d'habilité, de délicatesse aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle. Avant de faire tout ça, tu faisais quoi, Mao? Avant de faire des blagues? Bah avant, en fait, on me dit souvent que j'étais journaliste. En fait, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce que j'ai fait des études de journalisme. En fait, déjà, moi, je dirais pas que je me suis perdue, mais en fait, à la base, moi, je voulais être comédienne ou styliste. J'ai eu plusieurs vocations, mais elles étaient toutes, en tout cas, artistiques. Mais mon père était parti de la carte postale pendant un moment, et ma mère, elle a eu ma garde. Et la réussite scolaire, pour elle, c'est un accomplissement de l'existence. Donc, il était très important que je fasse de bonnes études. Et surtout pas artistiques. Donc, quand j'ai voulu continuer le théâtre, j'étais au cours Simon au lycée. Elle m'a dit, pas de problème, tu pars de la maison. Et j'étais en mode genre, vas-y, tu sais quoi, je pars pas. Du coup, j'ai fait plein d'études pour rejoindre ce qui me semblait le moins pire si je n'étais pas comédienne, le journalisme. Parce qu'il y a un rapport aux autres, il y a aussi de l'écriture, et puis il y a aussi le travail de l'image. Je savais déjà que si je le faisais, je ferais de la télé. Et d'ailleurs, en mode fun, parce que j'avais eu un petit coup de cœur à l'adolescence pour Yann Barthès qui commençait à l'époque le petit journal et l'infotainment. Donc je fais, ça prend du temps, une licence d'histoire, une licence de sciences politiques, un master de sciences politiques. Je rate plein de concours entre-temps. Enfin, j'ai une école de journalisme. Entre-temps, à côté, pour continuer, bah, j'ai raté les beaux-arts. Du coup, j'ai commencé à faire du graphe et de la BD pour quand même continuer à faire un petit peu de l'art. Tant pis, j'ai pas réussi à avoir l'argent pour l'école de mode que je voulais faire, donc j'ai mis ça de côté. Mais t'inquiète que j'ai pas dit mon dernier mot. Un jour, je la ferai mon école de mode. Et pour continuer à prendre la parole, je faisais les cours de théâtre de la fac à la Sorbonne et aussi des concours d'éloquence. Et en fait, le tout a amené finalement au stand-up quand je suis rentrée en école de journalisme, donc j'avais 23 ans, parce qu'il y avait ce truc de, en fait, je mourais finalement de passer à côté de ma vocation. Je pense que parfois c'est une bénédiction, mais aussi une malédiction quand tu te réalises pas dedans. Et d'ailleurs, c'est hyper dramatique de dire ça, mais en 3 mois de stand-up, j'ai arrêté d'avoir des pensées suicidaires de l'ordre de crise existentielle, puisque ça y est, c'est bon, j'étais là où je devais être, et alors que je savais pas encore ce qui m'attendait et comme ça allait être dur. Et je sais que tu vois, maintenant que je commence à avoir du succès, je dis ça valait le coup. Bah, il y a 1 an et demi, je disais pas que ça valait le coup. Je disais non, franchement, si je recommençais, je recommencerais pas. Tellement ça a été dur. Ta première fois sur scène, c'était quand? Et dans quel contexte? Et bah, c'était un concours qui s'appelle Candidator, qui existe toujours, qui est un concours d'humour et de seul en scène. Et c'était en école de journalisme. D'ailleurs, il y avait des camarades de l'époque qui étaient venus me voir. Donc, c'était en 2018. Et en fait, voilà, à l'issue de l'école de journalisme, en fait, je n'étais vraiment que journaliste télé que 2 mois. J'ai été virée ensuite. Et après, j'ai eu un taf alimentaire qui était de bosser à Voici en tant que journaliste, mais on peut pas dire que c'est du journalisme. Attends, si ta page Wikipédia dit juste, t'as bossé pour LCI à un moment Exactement. donné. D'accord. Exactement, voilà, Et c'est ça. c'était comment ça? Ah bah, pas bien, visiblement. Enfin, moi, je condamne pas les journalistes qui y travaillent. D'ailleurs, je m'entendais bien avec la plupart des gens, mais c'est vraiment un endroit où on attend que tu sois hyper normé, que tu dépasses pas du cadre. Je pense que ça peut être physique, même en termes d'aura, parce que moi, j'ai jamais fait d'esclandre là-bas en réalité. C'est pour ça que c'était très violent. En fait, j'ai pas été virée, on m'a pas renouvelée en piège, mais j'étais la seule à pas être renouvelée. Alors que j'avais les compétences pour y être déjà, j'avais gagné un concours qui s'appelle la Bourra, où j'étais arrivée 3e, donc ça veut dire que même parmi les derniers, j'étais parmi vraiment les meilleurs. Et on m'a jamais jugée sur mon travail, mais sur le fait, je sais pas, que je portais du rouge à lèvres, que ma voix était grave. Juste, j'avais l'air rebelle, sans l'être, et c'était suffisant. Et d'ailleurs, souvent, ça pose une question de sexisme, parce que je pense qu'un homme aurait eu ma personnalité, ça aurait vachement été applaudi, tu vois. Ouais, genre, il a du charisme. Oui, exactement. Il dit son opinion. Non, moi j'ai l'impression qu'ils attendaient des gens sans regard critique, qui sont des bons petits soldats et tout. Bon, mais à l'époque, moi je les suçais à mort, hein. Franchement, je voulais tellement prouver
que je pouvais être sérieuse, que tu vois, ma mère, elle a toujours l'impression que j'étais un peu une meuf qui n'arrivait rien à faire, qui était que rebelle, qui faisait que rater ses concours. J'avais un peu à cœur de montrer que je pouvais faire un truc. Ouais, je comprends. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que ton travail à toi, en quelque sorte, c'est de vulgariser l'actualité Oui, ça à j'adore. travers l'humour. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai une certaine sensibilité à ce que tu fais, c'est que tu parles quand même beaucoup, beaucoup de politique. Ah, Bah oui, comment ça se fait? Je veux dire, oui, c'est vrai. quelle drôle d'idée! Mais quelle drôle d'idée. C'est vrai, parce qu'en fait, oui, on peut dire que la politique fait partie du journalisme, mais moi j'ai une passion vraiment pour la politique. Bon, qui vient du fait déjà que mes deux parents, ils sont hyper engagés, mais aux opposés. Ma mère, elle est engagée à droite, et mon père, bon, comme plein de gens qui, avec l'âge, deviennent un petit peu plus conservateurs, maintenant il est plutôt, je dirais, centriste, mais moi je l'ai connu anarchiste. Dans les années 80, il était. C'est plus qu'il travaillait dans les radios libres parce qu'il était militant, il a participé à installer des antennes sauvages dans plein d'endroits avec le MLF et tout. Donc d'un côté, d'ailleurs ils sont restés ensemble très peu de temps, ils sont séparés peu de temps après ma naissance, mais en tout cas, le point commun entre deux, c'était l'engagement. Et le fait aussi, c'en était la preuve que c'est pas parce que tu partages pas des idées politiques que tu peux pas parler. Et Donc plutôt des discussions autour de la politique. ouais, une grande passion autour de la politique de ma famille. Voilà, ma mère s'est remariée avec un homme qui travaille juste dans la politique, ça a toujours été là. Et d'ailleurs, moi ça m'a toujours passionnée, même en tant que théâtre humain et tout. À tel point que quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait un stage auprès dans un cabinet ministériel. Et puis plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, auprès d'un sénateur. Parce que je me demandais si je voulais pas devenir assistante parlementaire. Et d'ailleurs, c'était un des moments où je me rappelle que je peignais tout le temps parce que je voulais avoir les beaux-arts. Et en fait, j'étais l'assistante de l'assistante. C'était un stage, tu vois, genre de 4 semaines où j'étais pas l'assistante parlementaire. J'étais genre et la meuf, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce que j'arrivais avec mes cartons raisins et mes dessins et je lui parlais que d'art. Et c'est vrai que je me rappelle être au Sénat, cet endroit magnifique, et étouffée et me dire, mais en fait, c'est pas ton endroit. Et puis bon, aussi, je trouvais ça nul parce que le sénateur pour lequel j'ai dû bossouiller, je sais que mon taf, c'était que d'aller dans l'hémicycle pour trouver des amendements à créer. Et j'avais l'impression que l'idée, c'était de créer des faux amendements, ce qui en plus d'ailleurs ralentit le travail parlementaire, juste pour qu'il puisse faire un tweet qui dit qu'il travaille. En fait, ça, c'est de la com. Je vois bien le genre. Notre but Ouais. à nous, c'était qu'il puisse être visible. Ça a marché? Alors, il est devenu très visible par la suite parce qu'il a vrillé complotiste. Un Ah, peu à la Son Forget et tout. Il est complètement allumé, donc il est assez connu Ouch. maintenant. d'accord. Ouais, je précise, si jamais quelqu'un le retrouve, qu'à l'époque, il n'était pas du tout de droite ou d'extrême droite, il était centriste. Intéressant. Ce qui Mais est pas comme beaucoup quoi, mieux, mais comme moi, j'étais quoi. engagée dans un parti centriste. Alors, je sais qu'à 18 ans, les gens sont plutôt aux extrêmes, d'un côté et de l'autre. Moi, du coup, je pense que comme j'étais la somme de mes deux parents, je suis allée au Parti radical valoisien, qui était le premier parti de France à être créé. Et en plus, j'ai toujours une passion pour l'histoire. Et donc, j'étais en mode, le premier parti de France. Ah bah Ça, oui, c'est- oui, voilà, ça leurs pèse. locaux, c'est les mêmes places Colette. Ouais, voilà, j'ai toujours aimé être imprégnée de l'histoire. Tu sais, vraiment le côté drama queen. Et là-bas, ils ont d'ailleurs plein de statues de Marianne, parce qu'ils les ont collectionnées depuis le début, depuis 1901 et tout. Et je me rappelle me dire, là, les grands hommes, les grandes femmes, j'ai plus l'honneur de marcher sur le même parquet. Enfin, bref. C'est marrant parce que investir l'humour en politique, c'est pas forcément évident quand tu vois, moi c'est vrai que j'adore la politique aussi, je suis tombée dedans Ah bah oui, ça, assez c'est clair. tôt. Mais on a toutes et tous un peu ce sentiment que c'est un truc un peu chiant. Ah ouais. Ça l'est, hein, ça peut l'être. Ouais. Et c'est un pari qui est pas forcément aisé que de se dire qu'on va arriver à faire de l'humour avec de la politique. Toi, c'est une de tes matières premières. Comment tu la transformes? Franchement, moi je trouve qu'il y a. Mais en vrai, Léa, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour transformer ça en humour. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font Malgré eux et elles, oui. où je suis vraiment en mode, il n'y a pas à écrire de vanne. Enfin, tu sais, genre le gars qui drogue sa pote et qui dit mon chat était malade, j'ai reposé la coupe. Enfin, juste, il n'y a rien à changer. C'est un sketch du Splendide en fait. C'est ça, ouais, c'est vrai. Une version dark. Et moi je pense que ça a que l'apparence Sauf d'être que chiant. c'est la réalité et que malheureusement il y a des victimes et que Oui. nos vies sont en jeu. C'est terrible, quoi. Terrible. En fait, leurs apparences sont chiantes et on a l'impression que c'est poussiéreux parce que c'est dans des lieux historiques et qu'il y a de la moquette et tout. Mais en plus, là, spécialement, je trouve ce mandat, maintenant qu'il y a une assemblée qui est quasi proportionnelle, quoi, je trouve qu'on s'ennuie plus du tout. Enfin, les insoumis sont en chien de garde, la droite et l'extrême droite aussi, les macronistes sont là où on les attend, Sandrine est toujours là aussi pour qu'il se passe quelque chose. Coucou Sandrine, on t'embrasse. Ah oui, qu'on adore. Enfin, franchement, jamais quelque part le débat démocratique n'a été aussi vivant qu'en ce moment.
Bon, mais les autres fois, je dirais que comme j'ai fait des études de sciences politiques, j'avoue, c'est aussi parce que j'ai eu le privilège de pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Donc, j'ai les outils pour pouvoir le disséquer et après en faire des vannes. Mais en gros, je sais pas quand t'étais venue s'il y avait encore ça, mais il y a pendant des mois, non, ça n'y était plus. Mais pendant des mois, quand je rodais le spectacle, il y avait aussi vraiment une revue de presse où j'allais chez le kiosquier, j'achetais les derniers journaux. Et c'est vrai, ça me demandait genre 2 heures d'écriture. Mais pour le spectacle, il y avait des trucs prêts sur ce qui venait de se passer. Et là, vraiment, tu prends des trucs, puis tu laisses juste aller ton imagination. J'aurais pas trop de méthodes, je t'avoue à te dire, mais après, t'as des méthodes d'humour toujours. C'est que tu peux prendre une figure, essayer de te faire une comparaison drôle auquel personne n'aurait pensé, ça peut faire sortir un rire. Une règle des 3, mettre ce que fait quelqu'un, un homme politique, dans un autre contexte temporel ou machin, et puis ça peut faire rire. Enfin bon, je sais pas, il y a plein de choses à imaginer. Tu peux nous en faire une comme ça, avec l'actualité récente? Non, mais j'adorerais, mais... si, elle était un peu politique, ou plutôt philosophique, mais la chronique que j'ai fait dimanche à France Inter, elle était sur le fait que Disclose a révélé que depuis 2015, on est déjà surveillé par la reconnaissance faciale. Et moi, tout mon cheminement de pensée, il était de dire, là pour l'instant, les caméras, elles sont là pour essayer de voir à l'avance s'il y a un mouvement de foule ou quoi, et pour repérer un comportement anormal. Et donc je disais, est-ce qu'ils vont être là, genre, monsieur, il y a quelqu'un qui souffle dans l'anus d'un chien, est-ce que c'est anormal? Et quelqu'un qui fait, non, ça c'est Hanouna, c'est normal. Bref, donc tu vois, finalement, ça a été 2 blagues d'actu en une. Mais ma pensée, elle était de dire que pour l'instant, c'est ça qu'on... Non, aujourd'hui, en fait, on met des caméras parce qu'on pense à des trucs de bébé. Par exemple, un viol, un vol ou un meurtre. Et c'est vrai que c'est pas facile de cacher un corps quand tu es surveillé par de la reconnaissance faciale. Mais peut-être que si ce pouvoir il est mis dans un pouvoir autoritaire et avec des dérives, et ce qui sera normal, ça va être de manifester ou d'avoir une certaine religion. Tu vois, déjà que les gens ils avaient des amendes là quand ils manifestaient au début pour soutenir la Palestine, imaginons qu'il y ait de la reconnaissance faciale, ça veut dire que même ceux qui auraient échappé au contrôle, ils auraient reçu plus tard dans leur boîte aux lettres une amende. Bref, voilà, le dernier truc Non, mais d'actu. c'est super, c'est exactement ça. Mais moi, j'avais quand même envie de revenir sur cet épisode de ta vie où tu t'es engagée dans ce parti. Ah oui. Cet obscur parti. Le parti radical valaisan. Parce qu'en fait, c'était le moment où Borloo... Ça m'intéresse, ça, quand même. Oui, non, mais je sais que c'est complètement atypique. Mais en fait, Borloo, il avait créé l'UDI. Moi, j'ai eu mon bac en 2012. Mais c'est marrant, j'allais dire qu'il l'avait fait en 2014, mais non, il l'a fait avant. Enfin, pour rassembler en tout cas toutes les chapelles. Parce qu'en fait, au centre, il y a plein de mini-groupes. Juste, je connais même plus leur nom, mais à l'époque, je les connaissais tous. Qui étaient des partis... Passion centre, en somme. Grave, qui avaient existé pendant la Troisième République, qui avaient perduré, tu sais pas comment, avec 100, 200, 300 membres. Et lui, il les a rassemblés. Donc, il y avait déjà un truc stratégique où je m'étais dit, c'est un mouvement qui est en train de naître, donc il va y avoir de la place. Et moi, j'aimerais vivre des choses, donc j'aimerais qu'on me donne des responsabilités. Et en fait, on m'en a donné, mais que bullshit, puisque finalement, en fait, dans toutes ces chapelles, il y avait des gens vieillissants. Je veux dire, moi, j'avais 18 ans, j'étais en pleine forme. Il y avait des gens de 30 ans qui attendaient déjà d'avoir une place depuis longtemps. Donc en fait, je me suis rendu compte. Et en fait, tu dois attendre ton tour. Ça, je savais pas. Je pensais que si tu avais une personnalité singulière et que tu étais atypique, et franchement, c'était déjà mon cas, c'est pas grave. On mettait les égos de côté pour faire avancer la cause parce que tu avais un pouvoir charismatique et on allait te mettre en avant. Pas du tout. Du coup, c'est un peu ça d'ailleurs qui a fait que j'ai arrêté. J'ai vu qu'on m'avait donné que des faux posts bullshit, genre responsable du centre d'Île-de-France. En fait, c'est pas vrai et tout. Et surtout, je suis partie en Erasmus pour ma L3 en Angleterre. Et en fait, c'est marrant, mais je sais pas pourquoi. Pour faire un test, je l'ai dit à personne en politique. Et j'ai reçu aucun message. Aucun message me demandant où j'étais. Non. Mais si. Parce qu'en Genre, fait, t'as disparu pendant un fait, an t'es pas et important, personne mais t'a oui. écrit. Bah non. En fait, t'es là que pour être un pion, quoi. Enfin, en fait, t'existes pas. T'es pas dans les vrais enjeux de Lagarde, machin, tous les gens sans charisme, là, qui y sont. Christophe Lagarde. Et alors, la vraie histoire, par contre, qui est quand même gaulerie, c'est que moi, j'ai toujours dit que je voulais être centriste et j'ai toujours dit à mes 18 ans, je m'engage, promis, j'aurais craché. Et je suis née le 11 novembre, qui est férié. Donc, je sais plus trop, mais c'est le lendemain que je peux m'engager. J'appelle ma mère et je lui dis, je vais m'engager et tout, parti radical. De gauche. Ma mère est de droite, retenez cette info. Elle me dit, l'adresse, c'est Place Colette. En fait, elle m'a donné l'adresse, je pense consciemment, du parti radical de droite. Et en fait, je suis arrivée, vraiment, j'ai toqué à la porte, j'ai déboulé, j'ai dit bonjour. Ah Tu sais, ce qui leur arrive ça, jamais, c'est tu vois. une Ils auraient pu anecdote, quand même me donner un truc, ça n'arrive jamais. Un jeune de 18 ans qui ressemble à quelque chose, qui a une vie sociale, qui est pas un demeuré. Et j'étais arrivée en mode genre, bonjour, je vais m'engager, donner de mon temps. Et il y avait une meuf qui était là, qui m'attendait. Et voilà, j'ai fait pendant un an. Mais moi, j'ai adoré parce que du coup, j'ai pu faire du coup ce stage d'assistante parlementaire, donc découvrir ce que c'était de plus près. On avait aussi des universités d'été, c'est hyper drôle à voir. Tu vois les gens de plus près. C'était où? C'était au Futuroscope. Oh. Ouais. Et même qu'il y a un député, c'est vrai, qui m'a dit de rentrer avec lui dans sa chambre d'hôtel. Mais Oh j'ai dit non. non, parce que je suis badass. En fait, ça m'a trop pas traumatisé sur le moment. Vraiment, c'est des années après que je me dis ah ouais, c'est des comportements qui ont toujours été là. Mais en fait, c'était marrant parce que maintenant que j'y pense,
C'était pas, même pas libidineux, c'était juste naturel. C'est genre- Puis il y avait plein de gens de Sciences Po. Non, oui, parce qu'en plus, moi, mon grand regret, c'est de pas avoir fait Sciences Po. J'ai l'impression du coup de pas être digne d'intérêt. Donc, je côtoyais plein de gens que je trouvais chouettes. Maintenant, tu te retrouves à enregistrer des podcasts avec moi dans une cave, quoi. J'avoue. Toi, t'as fait Sciences Po? Non. T'as fait Non, quoi? non. Moi, j'ai fait fac de droit à Grenoble. Ok. Ouais, ça, c'est atypique. Ça, c'est grave. Une année à Rio, ça, c'était cool. Et j'ai terminé à Assas, et ça, c'était horrible. Mais meuf, j'étais à Assas aussi. Mon école de journalisme, elle était à Assas. Ah, mais oui, d'accord, Oui, c'est je le petit vois. couloir, là, quand Moi, on- j'ai terminé en droit à Assas, et franchement, Non, ça, c'était c'est chiant, pas. avec des gens avec des attachés C'était caisses et tout. abominable. Mais franchement, Abominable. je trouve que t'es grave badass pour une meuf qui a fait Assas. Ça t'a trop pas défini et t'es pas du tout. Ça t'a Non, peut-être non, non, aidé bah, à j'ai vite sortir encore compris plus. que. En plus, tu sais, moi, j'étais boursière, on était 2 dans ma classe sur Ça a dû te 17. donner une allergie. T'as dû te dire, je vais encore plus partir et Ah m'en non, sortir. mais en plus, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'imagine que c'est le cas. Quand t'es boursier, il faut que tu justifies, ou boursière, pardon, il faut que tu justifies de ta présence dans les cours. Parce qu'il faut quand même pas qu'on te file de la thune pour que tu te grattes les couilles, tu vois, ou que tu te grattes le nunu. Bref, et du coup, je me souviens, j'en étais 2 à attendre à la fin du trimestre, du semestre, à faire signer notre fiche. Et là, tout le monde nous regardait avec leurs yeux méprisants de ah. Enfin bon, bref, Assas quoi. Ouais, Ne parlons Assas, pas, on n'est pas là ouais, pour ouais. ça. On va quand même pas non plus leur faire de la pub, certainement pas. Tu parlais de responsabilité dans ce parti, tout ça, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, quand t'étais engagé en politique, tu t'es dit, allez, j'ai envie d'être élu, j'ai envie d'avoir un mandat, genre, je sais pas, tu t'imaginais à un moment donné être député, par exemple? Ça traversait l'esprit ou En fait, je sais pas. En fait, oui. Oui, si, je pense que en fait, j'ai toujours été ambitieuse et d'un caractère, on va dire, franchement combatif et tout. Et ma mère, je trouve qu'elle a un côté vachement féministe où elle s'interdit rien dans ce qu'elle veut faire et tout. Du coup, je pense que certainement, mais en fait, maintenant que j'y repense, c'est aussi que. Parce que je repense à les moments que j'ai aimés. J'ai aimé, par exemple, on avait fait la campagne des Européennes en 2019 et on faisait des collages nocturnes avec marqué Faites l'Europe, pas la guerre. En fait, c'est super mignon. oui, et ça en vrai, et je me rappelle après on croise des gens d'extrême droite et tout, et c'est ça qui me rappelle qu'en fait, moi si je m'étais engagée, c'est parce que déjà à l'époque j'avais hyper peur de l'extrême droite et je m'étais dit, si mes enfants, si j'en ai, me demandent ce que j'ai fait à l'époque, je me disais que je voulais pouvoir leur répondre que j'avais fait ce que je pouvais, Ouais. et ce Que qui était à ma t'étais pas portée. là à Et ça, elle a attendre, porté tout le monde de s'engager. Et donc voilà, c'était pour ça en fait que je l'avais fait. Donc, mais en plus j'étais trop jeune pour m'imaginer être députée et tout, mais est-ce que j'aurais eu de la suite de... Putain, c'est marrant d'ailleurs, je te dis députée, même pas maire. Bref, j'ai toujours été ambitieuse, donc certainement que ça serait posé. Mais en fait, je trouvais que c'était trop des bolos. Moi, j'aime pas les gens médiocres et tout, les gens tout renfermés sur eux-mêmes. Il y a des gens fabuleux en politique, hein. Il y en a maintenant justement, plus que j'ai de la chance de devenir visible sur mes sujets, j'ai aussi de la chance de rencontrer des gens que je trouve inspirants à mort et qui donnent de leur temps et qui sacrifient leur vie en politique. Et ça, je trouve ça ouf. Mais il y a beaucoup de bases militantes qui se regardent beaucoup le nombril et que je trouve on respire pas beaucoup, on rigole pas beaucoup. Ah ça c'est sûr que mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure finalement la politique c'était une matière difficile à travailler pour l'humour à mon avis mais après t'as raison en fait il suffit de regarder ce qui se passe et puis commenter un peu l'enfer de leur réalité. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de vulgariser l'actualité, vulgariser la politique, etc. Moi, j'essaie de le faire aussi à mon niveau sur Popol. Alors, pas forcément qu'avec des trucs drôles, mais parfois, j'ai eu la discussion avec d'autres collègues, journalistes, etc., qui me disaient que il et elle avaient un peu du mal à mettre de l'humour dans ces questions-là, parce qu'on pouvait très vite considérer que finalement... on n'était pas sérieux et sérieuse, qu'on nous prendrait plus difficilement au sérieux parce qu'on apporte quelque chose de plus léger, un ton différent. Vous, des journalistes? Ouais, parce qu'on a une façon de faire, tu vois, avec Popol, je pense aussi à ce qu'on fait sur Twitch avec Backseat, Jean, etc. On a une façon de faire les choses un peu particulière qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu penses que le fait de se moquer de situations un peu dramatiques et tragiques dessert la cause? Est-ce que c'est les questions que tu te poses, par exemple? Oui, non, c'est pas des questions que je me pose parce que je sais que moi, mais comme plein d'autres artistes humoristes qui font partie de mon collectif du Comedy Love, lorsque je parle de choses tragiques, je vais jamais me placer du côté de l'oppresseur. La blague, ça va être toujours du côté de l'oppressé. Donc en fait, plutôt pour ridiculiser le truc tragique et pour donner de la force à celui ou celle qui s'est fait écraser. Donc du coup, je trouve pas que ça dessert la cause. En plus, je trouve que l'humour permet de mettre à l'agenda des sujets pas faciles et intéresser aussi des jeunes ou des gens qui s'intéressent pas à l'actualité.
On dit qu'on veut du sérieux, mais en attendant, ceux qui font 2 millions de vues par soir, c'est quotidien. C'est pas LCI, BFM. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, ils sont juste là, genre, faut qu'on plaise à notre auditorat et notre moyenne d'âge, c'est 68 ans. Puis machin. Puis même les gens de 68 ans, ils veulent rigoler, en fait. Pour moi, il y a une mauvaise stratégie totale dans les chaînes de télé traditionnelles. Ouais, c'est clair. Du coup, ça me permet de rebondir aussi sur la notion d'engagement, qui a l'air d'être assez centrale pour toi, si je me trompe pas. C'est un mot que tu as beaucoup utilisé déjà depuis le début de cet entretien. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ce que tu fais au quotidien, c'est une manière de t'engager ou est-ce que tu t'engages aussi autrement? Non, j'ai pas d'autres engagements à côté auprès d'assos et tout, parce que pour l'instant, j'ai juste pas le temps. Mais par contre, maintenant que je commence à avoir pas mal d'abonnés, j'essaie beaucoup de relayer des campagnes de financement de causes qui me tiennent à cœur, que ce soit des causes journalistiques. J'avais déjà parlé de Popol, mais aussi Street Press ou Disclose, ou des enjeux écologiques comme Sea Cleaners, ou des assos féministes et tout. Parce que finalement, justement, en arrêtant la politique, je m'étais dit je vais être engagée en étant journaliste. Et en l'étant plus maintenant, je me dis l'engagement il continue en étant humoriste. Et je pense que c'est enfin j'ai trouvé mon bon endroit pour pouvoir aider et faire ma part, je trouve, en tant que citoyenne. Parce que moi, je considère que c'est important. Après, chacun fait son choix de vie et se regarde dans le miroir comme il veut faire, tu vois. Moi, je peux pas songer à une existence sans engagement où on est passif. Quand on voit qu'il y a des dangers qui se répètent en fait dans l'histoire, puisque le fascisme et l'autoritarisme a déjà eu lieu. Et comme disait Karl Marx, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et donc on n'apprend pas de nos leçons. Et en ce moment, quasiment toute l'Europe est de nouveau brune, et ça va se repasser en France. Donc voilà, il serait impensable pour moi d'utiliser ma parole et les plateformes que j'ai, comme France Inter ou Piquante ou mon spectacle, puisque j'ai la chance que le spectacle soit complet, pour parler, je sais pas, du fait qu'il y a trop de monde dans le métro. Mais en même temps, l'humour n'est pas fait que pour être engagé, tu vois. Moi, il y a plein d'humoristes qui font de l'humour dit de vie quotidienne, et je trouve ça génial. Je trouve que chaque humour est important, sauf l'humour d'extrême droite. Comment l'humour a une place dans ta vie, au-delà du fait que ce soit ton métier? Il a une place dans le sens où c'est un trait de personnalité qui a toujours été là chez moi. En tout cas, que j'ai développé à partir, on va dire, de la 5e. Parce qu'avant, c'est pas exactement que j'étais timide, j'étais assez brute de décoffrage, mais j'étais assez rejetée et pas trop, je comprenais pas trop les autres. Et du coup, vice-versa, les autres me comprenaient pas beaucoup. Et l'humour, c'est un peu devenu ma défense et ma façon de me présenter aux gens parce que au moins j'étais ça et pas autre chose, quoi. Et du coup, ça me faisait rire. Ouais, au collège, j'étais genre la folle, quoi, la fille grave folle, je sais pas. Elle hurle, bah ouais, elle est grave folle. Alors qu'en fait, c'était quoi, genre renverser des gâteaux au Franprix et parler un peu trop fort à la boum, quoi. Mais du coup, après, ça s'est transformé en Mao, elle est trop rebelle, genre au lycée, et puis maintenant, je sais pas. Est-ce que t'es drôle à côté de ton métier? Il y a un truc que je vais pas me forcer, tu vois. Mais je vais pas être dans le concours de top de blagues et tout. Mais oui, on peut dire que j'ai un tempérament joyeux et que je fais plein de blagues. Oui, j'aime beaucoup l'humour. C'est bien, C'est c'est pas un truc qui mal. fait du bien. C'est pas mal. On a parlé de politique et chez Popol, on aime bien parler de féminisme aussi. C'est nos deux passions, politique et féminisme. Parfait, mon épitaphe. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai que ça matche assez bien, j'avoue. Tout ce que tu fais, c'est sûr que c'est marqué par un engagement féministe qui est assez évident, hein. J'imagine que ça n'a pas été forcément facile de se faire une place en tant qu'humoriste quand tu es vraiment étiquetée féministe. Oui, grave. Déjà avec Tani, quand on a créé la scène de Comedy Love féministe et queer, ça n'existait pas avant. Donc déjà, ça, c'était une petite révolution en France, puisqu'il n'y avait pas d'endroit qui s'étiquetait comme ça, qui existait comme ça, qui a fait venir au stand-up des gens qui n'aimaient pas le stand-up. On avait vraiment des groupes de lesbiennes qui nous disaient nous, on n'aime pas le stand-up parce que le stand-up se moque de nous. Et pour la première fois, on a des gens qui parlent de nos réalités. Maintenant, tu vois, ça devient de plus en plus commun. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast, qui sont engagés, qui sont allés à plein de scènes dites engagées. Mais déjà, on se rend pas compte que ça reste encore aujourd'hui une minorité et qu'à l'époque, c'était le seul plateau. Et du coup, aussi, si on l'a créé, c'est tout simplement parce qu'on ne nous faisait de toute façon pas jouer ailleurs. Puisque les autres endroits étaient tenus, que je crois, exclusivement par des garçons. Peut-être qu'il y avait une exception. Et qu'en plus, avec Tani, on avait du propos. Elle sur son lesbianisme et le racisme. Et moi, déjà, sur le féminisme. Et que quand on était face à leur public, en plus, on se sentait vraiment incomprise, quoi. C'était trop nouveau, trop audacieux, c'était pas à l'heure. Il y avait, je pense, un petit côté genre de on est en avance et les gens sont pas encore là pour nous suivre. Enfin, quoique, parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, en 2018, dès qu'on a créé le Comedy Love, ça a été
complet de ouf. À l'époque, on faisait des teufs après, c'était trop chou, on faisait des slows géants. Voilà, en fait, c'est l'humour mainstream, c'est Montreux qui décide, qui dit que, en fait, les gens n'ont pas envie de ça, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a un public de fou pour ça et qui n'attend que ça, quoi. Et bref, et donc, du coup, oui. Puis après, il y a le directeur d'un comedy club mainstream qui s'appelle le Panama Art Café, qui est le premier comedy club qui a été créé en France en 2008, qui a eu un coup de cœur pour moi et qui m'a mis grave en avant au Panama Art Café. Donc là, ça a forcé les garçons et les gens à voir que j'existais. Pour autant, ils regardaient pas non plus mes passages, faut pas abuser non plus. Et j'ai été étiquetée, mais en même temps, il y en avait quelques-uns qui me disaient moi, j'ai écouté et je vois que tu as un truc en plus et je sais que ça marchera. Donc ça a été ambivalent. À la fois, j'ai gagné le respect de quelques pairs, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et sinon, on va dire l'indifférence de la plupart. Il y en a, la plupart, sinon, n'ont pas eu de coup de cœur pour mon travail. Et maintenant, j'en sais rien et je m'en fous. Parce que maintenant, de toute façon, j'ai trouvé mon public. J'ai une chance inouïe de gagner ma vie avec ce métier. Mais c'est vrai qu'il reste une grande dissonance, je trouve, entre ma présence médiatique, qui est forte. J'ai beaucoup de chance, je trouve, même si je reste encore... c'est que le début pour moi. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres copains ou d'autres copines. Mais en réalité, dans le milieu même, c'est vraiment comme si on avait pissé dans un violon depuis 5 ans, quoi. Rien n'a bougé. Je ne vais pas en nommer parce que je ne vais pas faire de micro-conflits. Mais énormément de comédie clubs ne mettent toujours qu'une meuf par plateau. C'est épuisant. Tu vois des progrès de comédie club, même un qui a été ouvert par soi-disant derrière un humoriste plutôt bienveillant sur 40 noms sur l'affiche. Il y a 6 noms de meufs écrits en tout petit, il faut plisser les yeux pour les voir. Montreux, aucun de nous n'était à Montreux cette année, à ce que je sache. Et je sais qu'en ce moment, il y a une télé-réalité qui va être faite sur l'humour pour une plateforme. Et j'y ai envoyé plusieurs copains en pensant que ce serait bienveillant. Et non, toutes les personnes queer et féministes n'ont pas été retenues. Parce que c'est un peu comme Nouvelle École, mais version stand-up. Et le jury, c'est 2 humoristes que j'adore, mais 2 humoristes hommes de plus de 50 ans, hétéros. Ils n'ont pas eu l'idée de mettre une femme dans le jury. Donc voilà, j'ai appris que par exemple, aux sélections parisiennes, sur 16 artistes, il y a une femme qui a été retenue. Donc voilà, en fait, nous on avance, le monde commence à nous découvrir et apparemment nous aime. Mais pas le monde de l'humour. Est-ce que les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous ont permis d'accrocher un public que vous n'auriez peut-être pas pu accrocher si vous étiez passé par des canaux plus traditionnels de salles de spectacle connues, etc. Franchement, je sais pas parce que tout se nourrit. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, franchement, que quand j'ai eu France Inter, alors que depuis 5 ans, je mettais des stories drôles tous les jours et tout. Donc franchement, je pourrais pas trop te dire pour ça. Lou, pareil, Lou Trottignon qui fait partie du Comedy Love, je trouve qu'il commence à avoir pas mal d'abonnés, mais pareil, c'est depuis sa chronique France Inter parce que il a fait un travail de ouf et du coup ça a grave buzzé. Et Tenny aussi, c'est beaucoup de passages télé qui ont participé au fait qu'on la suive et tout. Du coup, c'est quand même des trucs traditionnels télé, machin. Ouais. Est-ce que tu penses que les médias de mainstream et notamment la télé seraient prêts à vous accueillir et à vous offrir une tribune, quoi? Bah oui, en fait, mais moi, c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait une dissonance. Bah tu vois, si toi, t'as l'impression que les médias nous accueillent pas beaucoup, c'est te dire à quel point on nous accueille pas dans l'humour traditionnel. Moi, je trouve que les médias commencent à prendre, tu vois, le fait que j'étais à Quotidien, en vrai, c'était un vrai truc. Il y a peu d'humoristes qui sont invités à pouvoir vendre leur univers et leur spectacle dessus. Et pour nous, tout le groupe du Comedy Love, bah, ma copine Marie, Trop drôle pour mourir, qui est un spectacle incroyable sur le racisme, etc. Elle considère vraiment que il y avait un cap qui était en train d'être passé. Genre, pour l'instant, c'est moi la tête. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas étonnant parce qu'il y a un truc où j'ai plein de privilèges. Je reste une femme blanche, éduquée, blablabla. Et après, toutes et tous, ils arriveront. J'espère être la première à pouvoir arriver pour que tous on arrive. Tani, je sais qu'il y a plein de trucs qui se trament pour elle. Elle a une tribune dans l'Humanité. Elle va faire une émission pour une émission de radio, très, très certainement, une grosse émission. Moi, j'ai France Inter, tu vois, ça commence. Ouais, c'est cool. Les portes commencent à s'ouvrir. C'est une bonne chose. Et toujours pour parler du féminisme, comment t'es venue au féminisme? Mais le stand-up. Le stand-up. Mais d'accord. Oui, parce que en fait, oui, le stand-up, parce qu'en fait, moi, en politique, en journalisme, j'avais pas été particulièrement frappée par le sexisme. Peut-être beaucoup parce que je trouve que c'est des milieux qui sont tellement surveillés. On a déjà tapé du doigt, il y a déjà des féministes qui ont fait un travail incroyable. Non, mais ils sont regardés, tu vois. Nous, personne nous regarde dans l'humour. Moi, je trouve que le stand-up, c'est la France il y a 40 ans. Enfin, vraiment, c'est... Maintenant, on a peut-être avancé, c'est il y a 20 ans.
mais on nous traite comme des merdes. Mais moi, il m'arrive des trucs de taré, meuf. On me parle, on me hurle dessus, on me sexualise. Enfin, on me parle d'une façon dont on m'a jamais parlé ailleurs dans ma vie. Et en 3 semaines de stand-up, je suis devenue hyper féministe. Après, moi, je sais qu'aussi, peut-être là, de nouveau, le fait que, je sais pas, j'ai des gros seins, j'ai du rouge à lèvres, on m'a peut-être pas parlé comme on parle à toutes les femmes humoristes, mais moi, en tout cas, j'en ai pris plein la gueule. Et vraiment des C'est trucs, fou parce que c'est vrai que pour quand même voir la politique qui est quand même un sacré panier de crabes pour toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs d'un certain âge, cis, etc. Ça reste quand même un milieu très difficile, très violent. Et donc pour toi, le milieu de l'humour est encore pire que... Oui, après, c'est parce que j'ai eu la chance de pas vivre aussi d'agression, tu vois, à part là, je te disais une anecdote comme un député qui me dit d'entrer dans sa chambre, mais jamais j'ai eu de main au cul ou de... En fait, en tout cas, pareil, à LCI, de tous mes stages, jamais j'ai un journaliste qui a eu avec moi un geste particulier. Peut-être que je suis passée entre les gouttes. En tout cas, je peux dire que je suis passée entre aucune goutte en stand-up et c'était hyper violent. Et en fait, par contre, donc c'est là où je me suis dit, moi maintenant, je vais les défoncer, c'est sûr, je vais parler que de ça. Mais parce qu'en fait j'ai commencé à me questionner aussi, à lire plein d'autrices, à comprendre plein de mécanismes. Et en comprenant pourquoi le monde de l'humour était sexiste, j'avoue que j'ai aussi détricoté toute ma vie. Et là je me suis rendu compte du sexisme, je trouve, dont j'ai toujours été victime, du fait d'avoir eu un gros caractère. J'ai été rejetée non seulement par parfois des élèves, mais aussi moi par ma famille. Il y a toujours eu une incompréhension immense entre moi et ma famille, les garçons, le regard des garçons sur moi. Tout, enfin bref, après j'étais en mode genre, ah ouais, en fait j'ai quand même toujours été un peu mise de côté. Parce qu'en fait je suis jamais rentrée dedans, dans le cadre. Mais j'étais tellement hors cadre que je m'étais même pas rendu compte que j'étais tellement différente. C'est le stand-up qui me l'a fait réaliser. Comment tu pourrais définir le féminisme? Quelle est ta définition du féminisme? Franchement, je sais pas. C'est pas facile comme question. Ouais. Hein. C'est une question que j'aime bien poser quand même. Je dirais que je veux les mêmes droits que les hommes. Et quand mon truc numéro 1, c'est si on pouvait arrêter de mourir sous les coups des hommes, ce serait bien. Puis ça fait 2 années de suite qu'on est à plus de 120 féminicides par an et que le chiffre ne bouge pas. Alors j'aimerais bien qu'on soit arrêté d'être frappé, tué, violé, agressé sexuellement. Voilà. Et qu'on ait les mêmes salaires. Tu vois, j'ai vraiment un programme de CE2. Hein. Qu'on ait les mêmes droits et qu'on ait pas de discrimination. Voilà ce que je souhaiterais. Ouais, donc plus sur l'égalité des droits, le respect, arrêter la domination. Ouais. Ouais. Qu'on comprenne aussi l'intersectionnalité des luttes. Que tout ça C'est soit un bon compris, projet. qu'on minimalise pas ce que c'est que d'être une femme noire, une femme arabe. Voilà. Parce que tu pensais au courant genre universaliste, machin, Non, tout ça. Parce que tout ça, je connais très mal en plus. mais c'est une question que j'aime bien poser à mes invités en fait. T'as des réponses surprenantes parfois? Ou la mienne, elle rentre Non, dans le ce truc? qui est marrant, c'est que finalement, on réagit à peu près toutes de la même manière, de se poser la question de savoir, ah tiens, finalement, est-ce que j'ai pris le temps de me Oui, de poser réfléchir, et vraiment ouais. de mettre des mots sur le féminisme, quelque chose que je porte au quotidien. Et moi, j'adore les définitions. C'est voilà, chacun ses kinks. Hein. Moi, c'est les définitions, j'adore ça. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir comment mes invités réagissent à C'est cette quoi la question. définition du dico? Le DICO, je crois qu'on est sur un projet pour l'égalité de droit, sur le Larousse de mémoire. Après, j'aime le féminisme aussi soror, mais je sais pas si c'est... Enfin, j'aime la sororité. Qu'on se donne de la force, qu'on s'aide, qu'on crée nos propres endroits. Mais en même temps, je trouve qu'on crée beaucoup nos propres endroits pour se protéger, tout simplement, parce que le reste nous paraît hostile. Mais si on était dans des égalités de droit, de genre... Peut-être pas nécessairement besoin de ça, effectivement. Exactement, peut-être que ça serait C'est moins une vrai, nécessité. c'est vrai. L'avenir est un peu brumeux, un peu, comment dire, orageux. Tu parlais justement de la montée de l'extrême droite, Des des masculinismes et tout, hein, tout masculinismes, ça. de tout ce qu'on se prend dans la gueule, de la situation en Palestine où des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir avec des gouvernements occidentaux qui laissent faire les yeux grands ouverts avec un aval assez inquiétant. Des situations de conflit dont on parle quasiment plus aussi ailleurs dans le monde. C'est difficile aujourd'hui de se raccrocher à quelque chose de gai, de joyeux, de positif. Si toi, comment tu tiens? Qu'est-ce qui te permet de te mouvoir? Qu'est-ce qui t'anime? Ah là là, ouais, je sais pas. Je sais que parfois, mais c'est pas bien, mais je fais un peu des dénis de réalité ou des dénis d'actu. Comme j'étais journaliste, je suis passée de lire Le Monde et d'écouter France Inter tous les jours, plusieurs fois par jour, à maintenant je me rends compte, mais c'est pas bien non plus, mais j'écoute France Inter, le journal, plus que tous les 2-3 jours, même plutôt 3 jours. Donc ce qui fait que je suis moins en lien. Je sais que
Pour la Palestine, je vais lire genre un gros article fouillé par semaine. Mais après, quand je suis sur TikTok ou Insta, je sais que volontairement, je zappe parce qu'en fait, après, si ça t'atteint, t'es sur un gouffre et tu sais très bien qu'il y a que des larmes et du sang et du feu. Et du coup, je me dis, bah, c'était un truc qu'avait dit RuPaul, mais un peu de toute cette colère et de toute cette révolte. Ne pas regarder trop The Darkness pour regarder les lumières et en faire de l'art. Et quand tu refais de l'art, moi je trouve que, ou du journalisme ou des choses positives, quand la colère, tu réussis à essayer de la transformer en joie, tu recrées de la lumière et des espaces où on y croit. Du coup, c'est ça que je fais. Ouais, je comprends. Merci Mao. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure cette conversation peut-être? Je dirais aux gens de s'aimer, d'aimer les autres, de prendre toujours le pari d'aimer en premier quand ils arrivent quelque part. Et d'aimer les paillettes et d'aller voir mon spectacle. Non, qui s'aiment, qui réalisent leurs rêves, que si quelqu'un qui nous écoute a envie d'écrire un livre, et il peut commencer par écrire une page, parce qu'évidemment, peut-être qu'on ne sait pas s'il va l'éditer, mais s'il écrit même pas la première page, il n'y aura jamais de question de savoir s'il est édité ou pas. Si tu veux peindre, tu peux commencer à prendre un pinceau. L'art a l'air d'avoir une grande place dans ta vie. Je pense que c'est hyper thérapeutique. Je pense que ça peut... Enfin, moi, en tout cas, quand tu me demandais comment je faisais, j'allais dire, je pense à l'amour de mes proches et je crée. En ce moment, j'écris beaucoup, j'écris un livre. J'ai eu une grande période où je peignais beaucoup. Être sur scène et tout le temps. En fait, ça me donne l'impression, du coup, d'être utile. Alors voilà, j'aimerais dire aux gens de s'aimer et qu'ils puissent se sentir utiles et de se réaliser dans cette utilité. Ça peut donner un sens à l'existence. C'est chouette. Je pense que certaines personnes seront certainement très sensibles à ce message. Merci beaucoup, Mao. Merci à toi, Léa. You are the best. Où est-ce qu'on te retrouve, ton spectacle? Redis-nous les dates, les lieux. Ah, t'es trop mignonne. Bah oui. À la Nouvelle Scène, tous les vendredis et samedis à 21h, à partir de maintenant, mais en fait, c'est complet jusqu'au 27 janvier. No way. Mais oui, je suis trop contente. Bravo. Mais du coup, il reste une dizaine de dates. Je sais pas si je continue à Paris après en mars, mais en tout cas, j'ai une tournée Trop bien. qui continue partout en France, dans les grosses villes, j'avoue, mais vous êtes à Toulouse, vous êtes à Grenoble, j'ai une date à Grenoble, vous êtes à Strasbourg, j'ai une date à Strasbourg, vous êtes Lillois, Marseillais. On va se voir bientôt, quoi. Tout est sur En plus, mon Insta. le public de Popol est éparpillé dans la France et dans le monde entier, figure-toi. Ah bah voilà. Bientôt une tournée internationale. Merci beaucoup, Mao. Merci à toi. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est la reprise pour Popol, les podcasts. N'hésitez pas à nous soutenir. Maintenant, vous pouvez faire des dons défiscalisés, ce qui est quand même assez intéressant. Vous avez une réduction de 66% sur vos impôts si vous faites un don, ce qui est assez fabuleux, parce que si vous nous filez 100 balles, ça vous revient à 34 balles. C'est pas dégueu. Pensez-y. Merci.